Amis téléspectateurs, téléspectatrices, Télévision nationale d'Haïti, grand bonjour, bonsoir pour nous tous, quel que soit côté taillé sur la planète là. Une nouvelle année, nouveau projet, nouvelle vision. N'a souhaité qu'on était en santé pour capable goumen justement pour réaliser nouveau projet qu'on capable gagner pendant l'année 2019 là. Haïti 360 émission pour là entre la caillou dans l'idée pour nous continuer à faire promotion connaissance utile, connaissance éclairée pour nous permettre que l'avenir construit d'une autre façon. À ce moment, nous allons gagner, j'en ai toujours fait dans l'émission pour nous recevoir un monde qui connaît nos domaines particuliers pour venir faire le point ensemble avec nous dans l'idée pour porter lumière ou même qui j'étais la caillou devant l'écran dans moment ça. À ce moment, nous allons parler diplomatie avec James Bouyard qui est professeur d'université, qui est professeur tout dans relations internationales, qui a bien pour faire le point avec nous autour de une série d'événements justement qui étaient gagnés pendant mois ça ou bien qui pral gagner tout pendant mois. Là-dedans yo gagné République dominicaine qui accédé à présidence Conseil de sécurité Nations Unies et gagné séance ça tout qui a bien pour fait au niveau de l'OEA côté Haïti a bien pour le voter par rapport avec ça qui dans menu justement a un vote sur le Venezuela pour gagner tout positionnement état par rapport avec élection ça qui fait au niveau du Venezuela. Nous allons gagner pour nous faire le point, Jean Julia, avec James Bouyard, il y a un monde qui connaît en le domaine. Mais juste avant, nous proposons là, nous tourné. Haïti 360, depuis le commencement, c'était toujours un travail équipe. Il y a un pile de monde qui gourmet pour permettre que l'émission ça, pendant une année déjà, entre la caillou, et pendant l'année ça, qui a peine, je l'ai dit, à prendre naissance, continuer à arriver sur vous, côtoyer dans la caillou. Nous avons manqué un pile à devoir, nous, si nous pas saluer le travail de pendant un an qui se passe là, et encourager tout pour continuer, nous les bras, pour l'émission capable de continuer, arriver la caillou pour tes connaissances utiles, connaissances éclairées. Dans le monde, nous avons salué Farah Odne, qui est réalisatrice nous. Nous avons salué tout Lukenson d'Autruche, qui est un réalisateur en la télévision qui permet justement que l'émission soit faite. Nous avons salué le superviseur, nous, Pierre-Émile Point du Jour. Nous avons pour nous saluer tout le caméraman, nous, Edith Neus. Lundi Antonin avec Avril Junior. Nous qui travaille vraiment en pile. Chaque lundi, chaque mercredi, qui est toujours dans le studio avec nous, qui a encouragé nous, qui a permis que la promotion connaissance utile là continue faite. Dans l'audio, nous avons gagné Renaud Coriolan, Harry Denis, qui pas jamais lésiné sur les moyens justement pour permettre que l'émission ça arrive faite. Gain comme accessoiriste Jean Benji, Pierre Richard, qui toujours là, quitte bien mauvais temps, quitte bien bon soleil, justement pour faire émission. Moun sa yo n'a salué, n'a dit continuer, kembe là, supporter Haïti 360 parce que émission ça non seulement li pour nous, li pour yo et pour tout le peuple haïtien. Éclairagiste nous Jean-Maurice Sincère et technicien Séraphin Désir qui là qui passé cabio qui permettent que son arrive la caillou qui permettent que image l'arriver sous mais c'est des monde qui important dans niveau pa yo même Jean directeur général la Gamal Augustin fait un pile effort il fait nous confiance pour nous faire émission ça moun ça yo tout yo porter en pile contribution vraiment en pile contribution pour émission arriver faite comme ça doit. Nous avons manqué, si je ne pas saluer Serginho Lendor, qui toujours coordonné, c'est lui-même qui dans la cuisine, qui a réfléchi sur la thématique, qui a réfléchi sur la qualité invité qui a gagné pour passer dans l'émission. Nous avons dit tout le monde merci. Et Serginho, comme on a dit, nous avons dit merci tout, parce qu'il supporte nous et il croit dans ce qu'on a fait, comme une œuvre qui est capable d'aider le pays à construire l'autre façon, capable d'aider à construire un autre modèle citoyen. À ce moment, nous allons regarder ensemble avec invité nous James Bouyard, qui Jean diplomatie a aidé justement Haïti jouer un rôle qui est plus important dans le débat international, surtout gros débat parce que Haïti son pays historiquement par rapport avec place que l'occupe dans l'histoire de l'humanité, un rôle important au niveau international. Bien que pendant les dernières années, où tu as l'impression que y a une décroissance par rapport avec l'importance que Haïti a gagné. Récemment, il y a une cérémonie d'hommage qui a été faite à Émile Saint-Lô, un gros diplomate pays qui a gagné, ambassadeur d'Haïti à l'ONU. Il y a un monde qui a fait un pile œuvre qui fait l'humanité a toujours songé non. James Bouyard, bienvenue dans Haïti 360. Bonjour TNH. Une plus gros
événement qui gagne là, journée aujourd'hui, c'est question République dominicaine qui accède à présidence et Conseil de sécurité de l'ONU. Nous-mêmes comme Haïtiens, Dominicains, c'est voisins nous pas qu'à passer ça sous silence, ça ne pas parler de lui. Ça veut dire, en termes d'importance, en termes de pouvoir et d'autorité, si il y a pouvoir avec autorité, et présidence occupée, présidence du Conseil de sécurité des Nations Unies. Oui, d'abord, il faut nous rappeler que le Conseil de sécurité qui est composé par une catégorie de membres qui sont les membres permanents, que nous connaissons déjà, les États-Unis, la Grande-Bretagne, la France, etc., la Russie, par exemple. Deuxième catégorie, c'est des membres non permanents. Les membres non permanents, ils sont capables de siéger chaque 2 ans. C'est pour un mandat de 2 ans. Et il se trouve que, à l'origine de l'adoption de la charte, il n'y a pas de prévoir, pas de disposition dans la charte là qui était déjà établi processus pour nommer membres non permanents. Donc, c'est un accord informel interprétatif qui était adopté par certaines puissances au sein des Nations Unies qui décidaient pour régulariser le processus d'élection des membres non permanents. Côté déterminer, départager le nombre de sièges. Par exemple, on pensait que pour le continent latino-américain, pour notre continent, c'est 3 sièges comme membres non permanents. L'Europe du Nord, l'Europe de l'Est et orientale, c'est 2 sièges. Et d'autres continents comme l'Afrique, par exemple, c'est 2 sièges. Au total, ça va le faire nous gagner, en plus des 5 membres permanents, et puis nous allons gagner 10 membres non permanents. Vous pouvez tout rappeler non membres permanents pour la population qui a regardé l'émission? Oui, bon, c'est d'abord les États-Unis, la Grande-Bretagne, la France, la Russie, et puis la Chine. Et ce n'est pas étonnant que ces 5 pays qui sont membres permanents du Conseil de sécurité, parce qu'ils ont estimé que c'était les 5 grands vainqueurs de la Deuxième Guerre mondiale. Très bien. Alors, il y a un élément qui est important que James Boyer, dans la première intervention, il soulignait, c'est que la République dominicaine, c'est par vote que le arrivé comme dans la présidence. La présidence et le Conseil de sécurité, ça veut dire qu'on travaille qui fait en sous-bassement pour permettre que la République dominicaine arrive là. Et qui gens ça arrive fait? Dans le cas de la République dominicaine, moi, je pense que c'était plus par consensus. Parce qu'effectivement, c'est plusieurs pays qui doivent proposer tête pour région. Et vote là pour le fait avec les membres de l'Assemblée générale des Nations Unies qui regroupent tous les États membres, les 192 États membres des Nations Unies, d'accord? Et puis qui pourraient voter et qui pourraient élire un candidat. Mais par rapport à la question République dominicaine, je pense que tu as un travail avant, préparatoire qui était fait pour que nous pas jouer l'autre candidat en face et la République dominicaine. C'était plus par consensus que ils ont choisi la République dominicaine. Mais ça qu'on dit, c'est que devenir membre permanent au sein du Conseil de sécurité, c'est une opportunité qui est ouverte à tous les États membres des Nations Unies, y compris à Haïti. Très bien. La seule condition qui est établie pour postuler comme candidat à ce poste de membre non permanent, c'est les seules conditions, c'est la démocratisation, le niveau de la démocratie du pays et le degré de la stabilité politique. Donc, c'est la République dominicaine qui a choisi par consensus à partir de ça, justement, parce qu'ils estimaient que politiquement, son pays qui est stable depuis fort longtemps, ce qui fait que la République dominicaine rentrait dans une catégorie très minime de pays qui passaient de la transition démocratique à la consolidation démocratique. C'est 2 bails différents. Dans la deuxième catégorie, c'est Haïti qui était dans la première catégorie, côté n'a parlé toujours de transition démocratique. Alors, grande question, peut-être que la population elle-même qui a regardé l'émission, qui a posé tête depuis 1948, que l'ONU lui-même l'établit. Haïti, par rapport avec ça, il y a comme un gros passé historique en dans l'organisation, ça a empêché justement que nous arrivions en dans le Conseil de sécurité. Eh bien, écoutez, nous avons plus d'opportunités que d'autres pays au sein du continent, justement, pour accéder en premier et plus souvent à ce poste, à un siège non permanent au sein du Conseil de sécurité. Mais malheureusement, nous n'avons pas exploité toute opportunité historique que nous avons gagnée.
nous avons un background historique. Première République nègre. Première République qui combat l'esclavage, qui combat le système esclavagiste. Et écoutez, nous avons une sorte de sympathie internationale au niveau du continent africain, au niveau du sous-continent latino-américain. Nous pas profiter de tous les avantages. Et le fait que le pays n'a pas vraiment une stabilité politique, pas vraiment une paix sociale, fait que nous plus Haïti est devenu plus un objet des relations internationales plutôt qu'un sujet des relations internationales. Donc nous plus avons subi les relations internationales plutôt que nous agir comme acteurs des relations internationales. Alors, il y a une question qui est extrêmement importante. Depuis 1948, l'ONU lui-même prend naissance. Dans quel moment dans l'histoire que membres non permanents viennent intervenir et justement non permanents dans le Conseil de sécurité viennent intervenir justement dans le débat? Dans quel moment ils viennent intervenir? C'est dès la première décennie du fonctionnement des Nations Unies. Très bien. C'est-à-dire dans la première décennie à partir des années 50, 55, etc. Le statut de membre du Conseil de sécurité, qui ça lui baille comme privilège? Le statut de membre du Conseil, qu'il s'agit de membre permanent ou les deux? Qu'est-ce qui ça? Oui, tout à fait. Le Conseil de sécurité, c'est l'organe le plus puissant des Nations Unies. C'est pour qui ça nous estime que c'est l'organe le plus puissant? Parce que c'est le seul organe qui a la charge, la responsabilité du maintien de la paix et de la sécurité internationale. Très bien. Je vais expliquer quelque chose ici qui n'est pas... que la majorité des Haïtiens n'arrivent pas à comprendre le plus souvent. C'est-à-dire que les définit les Nations Unies comme organisation internationale, nous définissons comme une organisation de coopération ou d'unification. Ce qui n'est pas le cas pour l'Union européenne. L'Union européenne, c'est une organisation d'intégration. Très bien. D'accord? C'est la différence avec une organisation de coopération, c'est en termes du pouvoir que peut exercer l'organisation sur ses États membres. Ce qui fait qu'en termes de pouvoir, en termes de compétences, l'Union européenne est l'organisation la plus puissante au monde pour l'Europe, pour les États en Europe. Très bien. C'est-à-dire plus puissante en termes de compétences que les Nations Unies. Ce qui fait que l'Union européenne peut exercer une plus grande compétence sur les États membres de l'Union européenne, tels que la France, et la Grande-Bretagne, l'Allemagne, l'Italie, etc., que les Nations Unies peuvent exercer sur ces mêmes pays. On a parlé de moyens de pression. On a parlé de compétences, pouvoir d'action de l'organisation. Pourquoi? Parce que la différence, c'est que l'Union européenne est une organisation d'intégration ou d'unification, alors que l'ONU est une organisation de simple coopération ou de coordination. Donc ça veut dire pour entrer en Union européenne, il faut gagner des critères de sélection, ou pas entrer comme ça. Oui, c'est le cas pour toutes les organisations internationales ou régionales. Mais par contre, en ce qui a trait au maintien de la paix et de la sécurité internationale, les Nations Unies cessent d'être une organisation de coopération pour devenir, comme l'Union européenne, une organisation d'unification et d'intégration. Pourquoi? Parce que l'ONU, en règle générale, est une organisation intergouvernementale. Parce que c'est une organisation de coopération en règle générale. Alors que l'Union européenne, c'est une organisation supranationale. Non simplement intergouvernementale, mais supranationale. Parce qu'en termes de compétences, elle peut exercer des compétences. Et elle peut s'ingérer dans les affaires souveraines de ses États membres. Alors qu'en matière de maintien de la paix et de la sécurité internationale, c'est dans cette seule matière que l'ONU peut intervenir dans les affaires souveraines de ses États membres. Donc, elle peut devenir, en matière de maintien de la paix et de sécurité internationale, une organisation supranationale. Vous voyez? Donc, vous êtes capable de comprendre toute importance, tout enjeu qui gagne pour qu'un État puisse devenir membre permanent ou non permanent du Conseil de sécurité, puisque c'est cet organe qui a la charge, la responsabilité de la gestion de la paix et de la sécurité internationale. Donc, plus gros pouvoir organisation ça, il retrouver l'en-main et pays ça. Alors, une chose que nous connaissons, c'est que les 5 membres permanents ont des droits de veto. Les 5, oui. Ils ont des droits de veto. République dominicaine, comme président,
je ne dis à Conseil de sécurité, qui ça a gagné comme fonction, comme attribution, et qui ça a gagné tout comme pouvoir. Pendant toute la durée de son mandat en tant que président... C'est un mois. C'est un mois. Un mois. Oui, c'est un mois. Pour toute la durée, c'est présider les réunions du Conseil de sécurité, donc assurer tête que pour l'aménager les points qui sont à l'ordre du jour dans les réunions du Conseil de sécurité. Donc, mais en tant que président, administratif, mais et là, en tant que président, la République dominicaine peut avoir également le privilège de prioriser les points qui sont à l'ordre du jour dans l'agenda diplomatique international pour le Conseil de sécurité. Donc vous voyez, donc, la République dominicaine pourrait influencer l'orientation de l'agenda diplomatique international en étant le président, celui qui préside justement le Conseil de sécurité pour une certaine durée. Très bien. Si nous avons bien compris l'intervention de James Boyer là, et pour Haïti, tu as une membre du Conseil de sécurité à lui-même, il faut que tu aies une stabilité dans le pays. Donc, pratiquement, conditions d'instabilité pratiquement depuis 30 ans et cette transition démocratique, qui on répétait, Pierre-Raymond Dumas qui n'en finit pas, il n'a pas favorisé l'intégration Haïti ou bien élection d'Haïti au niveau du Conseil de sécurité. Pourquoi? Parce que les candidatures doivent être crédibles. Parce que pas oublier que c'est dans le cadre d'un processus d'élection, assurément, même lorsque ça peut conduire à un certain consensus, mais à l'origine, on parle d'autres candidats devant, deux ou trois. Donc, ce qui fait qu'il peut choisir le meilleur candidat sur une base objective, en fonction de certains critères, dont la stabilité politique. D'accord? La stabilité politique, la stabilité. Donc, c'est le critère fondamental là. Et c'est le critère fondamental, c'est même pas le développement, le niveau de développement du pays qui est mis en compte. Parce qu'en raison de ce qu'on appelle l'égalité souveraine, et dont jouissent tous les membres des Nations Unies, d'accord? Même lorsqu'il y a une différenciation, une différence de développement, de degré de développement entre les États membres, mais le principe de l'égalité souveraine fait que chaque État vaut tous les autres. Un État, un vote. Un État, ça va plus loin que ça, qu'un État, un vote. Et le principe de l'égalité souveraine. C'est que, ou pas qu'à mettre en avant votre soi-disant votre civilisation supérieure pour bénéficier davantage de privilèges que notre État. Vous ne pouvez pas mettre en avant votre soi-disant avancement économique pour bénéficier davantage de privilèges au sein des Nations Unies. C'est le principe de l'égalité souveraine qui veut ça. Il y a un élément fondamental, et nous avons suivi ça, et depuis l'annonce que le chancelier dominicain a été fait, de élection, bien consensus ça, pour nous répéter James Boyer autour de la République dominicaine comme nouveau président du Conseil de sécurité des Nations Unies, et les réseaux sociaux ont été déchaînés, et pratiquement il y a des gens qui voient comme une menace pour Haïti, il y a des gens qui voient comme une opportunité, il y a des gens qui ont dit que Haïti doit positionner le journée aujourd'hui par rapport à la République dominicaine pour profiter justement de, capable de dire, position ça que voisin lui-même lui occupé et James Boyer ou même à partir de nomination des consensus là autour de la République dominicaine qui lecture est fait et surtout par rapport avec les relations haïtiennes dominicaines qui des fois c'est des relations nous capable dire qui troublées et li ka la paix li ka des relations qui calmes qui amicales mais tout des fois qui sont assez agitées. Moi-même je vois les choses d'un bon œil. C'est-à-dire que dès le moment où la République dominicaine a accédé par vote à ce poste, moi je me suis dit que c'est une bonne chose pour la République dominicaine et c'est une bonne chose pour la Caraïbe. C'est une bonne chose pour la sous-région et c'est d'autant plus une bonne chose pour Haïti qui est le voisin le plus proche de la République dominicaine. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois qu'un État accède à ce poste, eh bien, le pays va bénéficier d'une certaine ascendance internationale et d'une certaine influence internationale. Et les effets, Haïti pourrait bénéficier également de ces effets induits. C'est une bonne chose. Et ce serait une bonne chose jusqu'à ce que les autorités diplomatiques, les autorités politiques et les autorités dominicaines agissent de manière raisonnable, de manière rationnelle aussi. Parce que, pas oublier que là où on jouer dans la cour des grands, là, où on a une responsabilité internationale, où on est obligé de participer dans la gestion des affaires du monde, c'est vrai que les intérêts nationaux dominicains vont compter aussi, mais il faut tenir compte de toute l'humanité.
Donc, il y a deux bagailles République dominicaine. Si représentant politique, représentant diplomatique dominicain a une maturité pour le poste, eh bien, il y a deux décisions, il n'y a pas qu'à évoquer ou il n'y a pas qu'à camper derrière. Par exemple, la déclaration d'un ancien député dominicain, ce genre de déclaration, pas ouais que représentants diplomatiques République dominicaine capable de pousser ces genres de déclarations au sein d'un forum tel que les Nations Unies. Très bien. Haïti 360, on a parlé de diplomatie avec James Bouillard, on a fait le point autour de thématique ça, qui Jean Mbin, justement diplomatie a aidé Haïti jouer un rôle qui est important en dans le débat international. Et par rapport avec Jean nous positionner nous et surtout événement ça s'est passé pendant le mois de janvier à côté République dominicaine y a accédé à présidence et Conseil de sécurité Nations Unies qui c'est un organe qui est plus puissant en organisation internationale ça organisation mondiale ça c'est capable dire comme ça. N'a pris première pause en émission, on a tourné avec James Bouillard pour venir continuer à parler, venir continuer à faire promotion, connaissance utile, connaissance éclairée en émission pour là. Haïti 360. Haïti 360 avec Lionel Edouard, on a recevoir pour James Bouillard à Soya, côté n'a fait le point autour de questions diplomatie qui Jean diplomatie a aidé Haïti jouer un rôle qui est important en d'un gros débat international. Une gros critique qui fait diplomatie nous James Bouillard, c'est question ça les personnel pléthorique qui gagne dans diplomatie ça alors que les spécialistes ont constaté que la diplomatie n'a pas vraiment atterri par rapport avec cette mission qui t'a en particulier l'image d'Haïti et défendre l'intérêt pays sur le plan international. Qui gens ou même qui lecture fait dernière année ça de diplomatie haïtienne? Et lorsqu'on parle d'un État souverain, on parle de deux types de souveraineté qui sont complémentaires. Elles ne sont pas alternatives. C'est pas l'une ou l'autre, elles sont cumulatives. Ces deux souverainetés dont je vais évoquer, c'est la souveraineté interne et la souveraineté externe. La souveraineté externe est concrétisée à travers deux outils, c'est la défense nationale, à travers l'armée, les forces armées, et à travers la diplomatie, donc la politique étrangère. Donc ce qui fait que si un pays pas arrivé et fonctionner et fait diplomatie fonctionner, c'est son pays qui manquait souverain. Donc si nous voulons renforcer la souveraineté et restaurer la souveraineté d'Haïti, nous supposons renforcer et même réformer notre diplomatie. Et même aller plus loin, je ne vais pas parler d'une réforme de la diplomatie seulement, je vais parler même d'une réforme de la politique étrangère d'Haïti. D'accord. Et ce qui fait que depuis quelques décennies, nous remarquons que Haïti perd du place qu'elle était occupée dans les affaires du monde, au sein même de certaines organisations régionales et internationales. Ça, c'est très clair. Il perd du statut. Pour ça, parce que nous perdons l'habitude pour nous nommer des ambassadeurs de carrière, donc des gens qui connaissent les structures, qui connaissent Ouagio, vous comprenez, à des postes à ces postes diplomatiques. Le plus souvent, nous nommons ce qu'on appelle les diplomates, des diplomates politiques plutôt que des diplomates de carrière. Qui fait que nous nommons n'importe qui n'a pas maîtrise, même ce qu'on appelle des éléments fondamentaux en matière de relations internationales, c'est Mounsayo qui peut le représenter. Et Mounsayo, il n'a pas de connaissance pour ça. Mounsayo n'a pas de volonté tout pour ça. Parce que le plus souvent, et certaines fois, il arrive que pour certaines ambassades, et m'a nommé par exemple l'ambassade d'Haïti à Santo Domingo, des fois, nous avons des agents diplomatiques, au lieu de faire job ou représentation diplomatique, ils sont plus versés dans le trafic de fer, dans le trafic de riz, dans le trafic de sucre. Donc vous imaginez. Donc ce qui fait qu'à chaque fois que l'intérêt pays est en jeu, ils sont plus favorables pour protéger leurs propres petits intérêts
plutôt que leurs intérêts privés, plutôt que Alors, les intérêts nationaux. En intervention, là, un qui est fondamental, on parlait de la réforme de la diplomatie. Cette réforme ne peut s'opérer sans que pas gagner une politique de formation, justement, de nos prochains diplomates. Et je vous dis, par rapport avec ce qu'on qui est dans le domaine, qui ça fait pour permettre que nous ayons des gens vraiment qui forment? Parce qu'on parle de diplomates de carrière. Il y a des gens qui sont dans la diplomatie, ils peuvent aller, ils sont supposés à la retraite, il faut que des jeunes qui remplacent eux. Je dis, qui ça gagne en termes de formation? Justement, il faut engager cette réforme diplomatique dans deux directions et complémentaires. Il faut une réforme structurelle et une réforme superstructurelle. Qu'est-ce que j'appelle par réforme structurelle? Réforme structurelle, là, c'est d'abord, il faut nous intégrer au sein de l'appareil diplomatique, au sein de la chancellerie, eh bien, des fonctionnaires qui formés au métier de diplomatie. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, c'est que le plus souvent, anciens diplomates, anciens ambassadeurs, c'est des généralistes. C'est des fonctionnaires qui ont une certaine connaissance sur un tas de choses. Alors que depuis 1991, la fin de la guerre froide, l'humanité est rentrée dans une diplomatie de crise. Très bien. Puisque nous, en diplomatie de crise, il faut nous former plus des diplomates spécialistes plutôt que des diplomates généralistes. Spécialisés qui ont une grande maîtrise d'un ensemble d'outils tels que règlement de conflit, par exemple, tels que sécurité internationale, les questions de sécurité internationale, les grands concepts, les grandes doctrines qui peuvent affecter également la conduite de la diplomatie et la portée de la politique étrangère, et même des fois la souveraineté d'un pays. Donc, je dis, il y a un diplomate qui a de former justement, et éléments de formation de plus large. Il n'est pas réduit seulement en question de négociation et autres. Pas forcément plus large, mais plus orienté vers des outils et thématiques beaucoup plus spécialisés, tels que par exemple la sécurité collective, par exemple, tels que la sociologie des organisations internationales. Très bien. Parce que le plus souvent, et même au sein des universités, des facultés en Haïti, et le cours qui est donné le plus souvent, c'est le cours de droit des organisations. On a dépassé ce stade-là. Et maintenant, c'est la sociologie des organisations internationales qui est étudiée. Pourquoi? Parce que même lorsque chaque organisation internationale a un charte, un principe, un règlement qui est établi de manière formelle, mais il y a une dynamique qui est engagée entre les fonctionnaires, entre ceux qu'on appelle les membres de la bureaucratie internationale, qui créent des enjeux et qui créent des rapports de pouvoir qui des fois contournaient et le formalisme, qui contournaient les conventions, qui contournaient les règles. Donc, il faut étudier la sociologie des organisations internationales pour éviter de s'exposer à n'importe quoi lorsqu'on est membre d'une organisation internationale. Pas oublier, généralement, les diplomates, que ce soit consuls, que ce soit ambassadeurs et même membres personnels, mission diplomatique, ils sont considérés comme ça des apôtres, des missionnaires qui apportent justement un discours, et discours là par l'autre que la vision de politique internationale ou bien de relations internationales du président de la République qui est, selon la Constitution, le chef de la diplomatie, c'est dire ça. Je vous dis à travers le monde, il y a un concept qui a développé, James Boyer, c'est le concept de diplomatie parlementaire. Est-ce que là, pas un empiètement, pas un pouvoir pour marcher sous plate-bande ou l'autre? Non, pas un empiètement. Pourquoi? Parce que l'État est représenté que par les agents diplomatiques qui sont nommés par le président de la République, le chef de l'État. D'accord? Et tout pays comme ça. Donc, ce qui fait que s'il y a lieu de négocier un accord, on négocie un accord avec les représentants formels de l'État et du vis-à-vis. Donc, on ne peut pas négocier un accord avec des parlementaires. À quoi ça? Qu'à invalider par le droit international. Il n'y a pas aucun effet. D'accord? Donc, ce qui fait que ce n'est pas commodité de langage qu'on parle de diplomatie parlementaire. Pour ça, parce que les parlements de tous les pays peuvent développer des relations de coopération entre eux. Les parlementaires peuvent discuter entre eux. Donc, les parlementaires, en discutant, peuvent porter à l'attention de l'opinion publique internationale ou à l'attention des États, en fait, des sociétés des deux États concernés, certains enjeux.
Donc, la question de la diplomatie parlementaire, elle est importante, mais elle ne peut pas court-circuiter la diplomatie formelle. Alors, sauf que dans le elle cas... n'a pas la vocation non plus de court-circuiter la diplomatie. Sauf que dans le cas haïtien, il y a un problème majeur qui est posé parce que la question de ratification des accords écrits internationaux que l'exécutif a passé à travers diplomates liés avec, que ce soit organisation ou bien avec l'autre pays, il faut que le Parlement ratifie donc pour permettre qu'il y entre dans la législation. À partir de là, James Boyard, est-ce que son anomalie, parce que la Constitution dit que le président c'est chef diplomatie, alors que le pouvoir justement de entrer pays en entrée dans l'accord international, au final, il est revenu au Parlement. Non, alors la situation est beaucoup plus compliquée que ça. C'est parce que il y a certaines autorités, certains hauts fonctionnaires d'un pays, même lorsqu'ils sont nommés par le président, ils doivent être ratifiés par le Parlement. Et c'est pour ça que nous avons, par exemple, le chef de la police en Haïti, nous avons les diplomates, pas les diplomates, les ambassadeurs, les chefs de mission. Les chefs de mission. En dehors des chefs de mission, il y a d'autres agents diplomatiques qui ne sont pas ratifiés par le Parlement, qui sont nommés directement. Bon, ce sont les ambassadeurs qui sont les chefs de mission, notamment. Mais il se trouve que c'est la constitution haïtienne qui interdit, qui prohibait ça les accords en forme simplifiée. Très bien. Parce qu'il y a deux catégories d'accords. Il y a les accords en forme simplifiée et il y a les accords en forme solennelle. Les accords en forme simplifiée, c'est lorsque le président, ministre des Affaires étrangères, ou bien un ministre que le délégué, ou même un ambassadeur que lui-même est délégué, il dit allez négocier tel accord pour moi, et puis signer le nom. Et dès lors que l'accord est signé par le représentant politique du pays, eh bien l'accord rentre en vigueur. L'accord peut avoir des effets de droit. La Constitution haïtienne dit pas d'accord avec ça. Je ne suis pas d'accord qu'un accord capable d'appliquer sur le territoire haïtien, capable d'entrer en vigueur sur le territoire haïtien dès sa signature seulement. Il faut le processus de la ratification. Et la seule ratification qui est consacrée dans ce sens, c'est la ratification parlementaire. Parce qu'il y a une autre forme de ratification qu'on appelle la ratification référendaire. C'est la ratification parlementaire. Donc, le Parlement doit donner un deuxième avis. D'accord? Pour ces accords-là. Alors, justement, c'est dans l'idée ça, demander est-ce que, si nous dit président, c'est chef diplomatie, quelque part, l'orientation de la politique diplomatique d'Haïti, il a supposé et chasse garder président. Non, mais, et là, au final, la décision finale revient toujours au Parlement. Non, pas forcément. Parce que, laissez-moi vous expliquer. Un pays est dirigé par ce qu'on appelle par des outils de décision qu'on appelle des politiques publiques. Il y a deux politiques publiques dans un pays qui ne sont pas des politiques publiques gouvernementales. Très bien. C'est la politique étrangère et la politique de défense. Très bien. Le plus souvent, ces deux outils-là ne sont pas simplement que des politiques publiques gouvernementales, elles sont carrément des politiques publiques d'État. Okay. Donc, ce qui fait que c'est le Parlement qui dit dernier mot, que c'est le président qui dit dernier mot, le fait que c'est des politiques publiques d'État, un consensus déjà à la base qui est établi, qui fait que ces deux pouvoirs vont aller dans le même sens. Alors, est-ce que le consensus là qu'on a, on a regardé là, est-ce que le cas précédé justement entrer Haïti dans tel ou tel accord? Non, mais ça m'a passé dur. C'est que politique d'État qui différencie avec une politique publique gouvernementale. Une politique publique gouvernementale, c'est lorsqu'un gouvernement qui est élu sur la base d'un projet, d'accord, et puis qui adopte certaines politiques gouvernementales qui est limitée suivant le terme de son mandat. Et si son gouvernement du centre, assurément, son politique plus centrale, plus centriste. Et si son gouvernement de gauche, c'est une politique plus de gauche. Vous voyez? Alors que la politique publique d'État, n'est pas sensible à ces genres de desiderata. La politique publique d'État est adoptée sur une seule base, sur la base de l'intérêt national. Donc ce qui fait l'intérêt national n'est pas discutable. Que vous soyez membre d'un parti de gauche, d'un parti de centre, d'un parti de droite, eh bien, l'intérêt national n'est pas discutable. Donc, que le pays, si c'est
pour défendre ou promouvoir son intérêt national, qui doit être membre de telle organisation internationale, eh bien, adhésion ça a ratifié signé par le président et a ratifié par le Parlement. Même si les parlementaires, dans leur majorité, seraient dans le parti opposé au président de la République. Parce qu'ils parlent de bagaille là. Et de la même façon, pourquoi? Parce qu'il s'agit de politique d'État. Donc cet intérêt-là, il transcendait les intérêts particuliers, il transcendait les intérêts de groupe, il transcendait les intérêts de parti. Et il transcendait le temps et les termes du mandat d'un président. C'est ça qui fait que c'est seule politique qui a des difficultés pour réformer lui, parce que vous avez un bon pays depuis l'indépendance, son seule politique étrangère, son seule orientation, son seule politique de défense, c'est le cas, par exemple, des États-Unis, par exemple. Donc il y a un projet national clairement établi, d'où cette fameuse nécessité de construire ou bien d'élaborer un projet national côté tout haïtien absenti que à l'aise là-dedans et à permettre que le pays ça je ne dis à construire de l'autre façon et permettre que monde capable vivre en monde tout bon vrai en dans pays d'Haïti sous bout de ça papa de Saline avec tout l'autre héros te goumé pour te ban nous. Haïti 360 n'a pas de diplomatie avec James Boyard qui Jean diplomatie a aidé. Eh bien Haïti rivé jouer un rôle qui plus important en dans le débat international yo. N'a pris une deuxième pause en émission pour là, n'a tourné pour nous continuer à faire le point avec spécialistes nous, vu que le parrain les spécialistes, James Boyard qui est professeur en relations internationales dans plusieurs universités dans le pays d'Haïti. Haïti 360 n'a pas les diplomatie, James Boyard qui c'est un monde qui connaît dans niveau et ça va passer dans les relations internationales. C'est lui-même qui a recevoir pour assurer dans l'émission. On a fait le point avec lui autour d'une série d'événements en cours et accession République dominicaine à présidence Conseil de sécurité des Nations Unies. Nous faisons un coup d'œil sur la diplomatie qui est capable de renforcer justement questions qui à l'ordre du jour là. Et James Boyard a parlé de questions formation qui sont fondamentales et question nomination tout de les diplomates de carrière, des gens qui ont expérience et qui permettent que jeunes ou même qui viennent des fonctionnaires en dedans, mission diplomatique ou même grandi à l'ombre de Mounzao jusqu'à ce que même capable prendre la relève. James Boyard, l'autre événement fondamental qui gagnait pendant le mois de janvier, c'est session ça que en pile haïtien attend et au niveau international tout qui en fait un pile débat et au niveau de l'organisation hémisphérique là OEA côté le Venezuela est à l'ordre du jour et tout le monde attend le vote haïtien. Encore une fois, le Venezuela est à l'ordre du jour. Mais je crois que le vote d'Haïti, pour ma part, selon ma vision des choses, ne changera pas d'orientation, ne changera pas de sens. Et tout à l'heure, nous avons parlé de l'intérêt national, du fait que une politique étrangère est fondée sur l'intérêt national et c'est une politique publique d'État qui transcende le temps. Et depuis l'indépendance d'Haïti, nous avons une politique étrangère, nous avons une orientation. Du jour au lendemain, on ne peut pas changer d'orientation. Très bien, très bien. On ne peut pas changer d'orientation. La seule façon de changer d'orientation politique étrangère comme en politique de défense, c'est de changer d'identité nationale. Très bien. Parce que pour ne pas changer d'identité nationale, on ne peut pas changer d'intérêt national. Parce que c'est intérêt national là, pour concevoir intérêt national, c'est en fonction de l'identité nationale. L'identité nationale, c'est soit ou déterminé. On construit l'identité nationale en fonction de deux discours. Un discours sur le soi et un discours sur l'altérité, donc sur l'autre. Sur le soi, on se représente soi-même et la nation haïtienne, la population haïtienne, on dit voici notre identité, voici ce que nous sommes, et puis on se situe dans le système international, on se projette dans le système international, et puis c'est pas tout. Le deuxième discours, c'est on a un discours sur l'autre. Voilà pourquoi que un discours sur l'identité nationale est forcément un discours conflictualiste. Parce qu'on ne peut pas avoir un discours sur soi et un discours sur l'altérité, donc sur l'autre, sans ne pas voir l'autre d'une certaine façon péjorative. Alors, c'est ce que la République dominicaine a fait dès l'émergence de l'identité et dès l'émergence de la nation dominicaine. Elle a construit son identité nationale en fonction d'un discours sur les Dominicains, sur ce que sont les Dominicains, et en fonction d'un discours sur ce que sont, dans leurs yeux, les Haïtiens. Très bien, très bien.
Vous voyez? Alors, il y a peut-être faut me poser une question directement. Est-ce qu'il y a une perception de démocratie au niveau international et au niveau justement de l'Amérique latine et de l'Amérique d'une manière générale par rapport justement avec le Venezuela? Parce que une des plus gros reproches, je veux dire, que vous faites le Venezuela, c'est question et degré de démocratie qui est dans le pays que vous remettez en cause. Et d'ailleurs, Maduro, malgré son réélection justement, session ça, États-Unis, comme avant-gardiste, comme leader dans la zone, lui-même, il décide de remettre en question et remettre en question au niveau même de l'organisation hémisphérique là. Vous savez, actuellement, pas aucun pays qui pas souffrir, qui pas subir, qui pas souffrir d'une certaine crise de démocratie. Même les pays les plus démocratiques au monde, ils ont souffert d'une crise de démocratie. Même avec question et mondialisation. La mondialisation a affecté le processus de représentation politique du peuple. Parce qu'en raison de la mondialisation, et m'a choisi des États puissants, tels que la France, tels que les États-Unis, tels que le Canada, mais en fonction des contraintes de la mondialisation, un gouvernement obligé de passer à côté les revendications de sa propre population en faveur des intérêts collectifs, en faveur des intérêts internationaux qui sont le plus souvent des intérêts étrangers. Vous voyez? Donc même les États, c'est ça qui fait que ouais, au monde tant que Trump par exemple, là pour l'autre orientation. Parce que le pays là subit ça et c'est pour ça que des pays en Europe sont plus favorables à retirer au sein de l'Union européenne. Parce que certaines organisations internationales et le processus même de la mondialisation affecte le processus de représentation politique de la population. Donc, il y a une crise de démocratie, même chez les grands pays. Il y a également un retour au nationalisme, aux valeurs nationalistes à travers le monde. C'est ça que tout le monde... Donc, ils ont préféré retourner, refaire mes têtes sur eux-mêmes. D'où le nationalisme, par exemple. Donc, ce qui fait que est-ce qu'il y a une crise au Venezuela, une crise de démocratie? Oui, il y a une crise de démocratie au Venezuela. Mais la situation au Venezuela, c'est-à-dire la situation vénézuélienne, va au-delà d'une simple crise de démocratie. Parce qu'il y a d'autres enjeux. Par exemple, on peut remarquer que les 13 pays, parmi les 14 pays qui composent le groupe de Lima, qui signaient déclaration ça pour convoquer justement session extraordinaire ça, puis on prend une décision contre le Venezuela. On ne peut pas étonner pour eux, parmi ces pays, c'est plus pays qui ont un gouvernement de droite, des gouvernements qui sont plus proches les États-Unis, des gouvernements de droite. Alors, on a pays qui plus a soutenu en fait, le Venezuela, on a que c'est plus pays qui resté jusqu'à présent dans une posture de gauche. Ou après que son pays, Uruguay par exemple, qui font une déclaration qui dit que lui-même n'a pas soutenu des déclarations du groupe de Lima. Ou après Mexique, après les élections d'un président et de parti de gauche, eh bien, où elle prend. Il n'a pas signé une déclaration en tout. Donc, il y a d'autres enjeux idéologiques qui sont à la base de, ça. Pendant que problème idéologique, là, qui aime tout, quand pour là, pour nous ces questions, ça, on a retourné sur le Venezuela dans un petit bout de temps, après question. Gon remonté, et ça, c'est un constat de l'extrême droite à travers le monde, que ce soit, bon, et nous ne pouvons pas dire trop c'est extrême droite, nous ne pouvons pas dire l'autre monde c'est extrême droite, mais gagner, remonter ça, et d'ailleurs, on regain justement d'énergie au niveau d'une série de cellules d'extrême droite, que ce soit Krixlan aux États-Unis, que ce soit les néonazistes en Europe, mais nous remonter ça. Est-ce que remonter ça, dans ce sport, par rapport avec ça, vivre déjà comme monde qui a un regard sur les relations internationales, il est dangereux pour l'équilibre monde là? Oui, il est dangereux, mais il fallait s'attendre à ça. Ce sont les effets pervers de la mondialisation qui fait que n'a pas assisté à cette remontée-là, justement, de l'extrême droite. On va même parler de la droite extrême, de l'extrême droite. Ce sont les effets pervers de la mondialisation. Parce que on parle que la mondialisation n'est pas affectée pays qui sont marginalisés seulement, il a affecté également les grandes sociétés occidentales, notamment la classe moyenne de ces grandes sociétés. Pour qui ça? Parce que la mondialisation, on va chercher profit n'importe qui côté. Eh bien, les grandes multinationales américaines
ont plus à gagner à se délocaliser dans d'autres petits pays pour bénéficier du coût bas, du coût bas de la main-d'œuvre. Eh bien, le délocaliser grande société occidentale, il a subi ça, la désindustrialisation. Donc, le chômage. Vous voyez? Donc, qui peut provoquer des problèmes économiques et des problèmes sociaux. Et ces problèmes économiques qui baillent lieu à ces problèmes sociaux, et ces problèmes sociaux qui baillent lieu justement à ce regain d'intérêt pour le nationalisme, pour ce repli sur soi. Très bien, très bien. Alors, la dernière question est à l'émission, pour mettre un bout dans l'émission, ça qui est très instructif. Je pense que la caillou, ou même qui chita cap regarder l'émission, ou apprendre en pile. Dernière question, Venezuela, même avec Haïti, a une dimension historique au niveau de l'Amérique. Exclusion Venezuela, Jean États-Unis a demandé en organisation hémisphérique, ça, c'est pratiquement un coup de tonnerre lié pour zone-là. Oui, mais il faut nous faire remarquer que par aucune disposition de la charte de l'OEA qui consacre justement de manière formelle l'exclusion, à titre de sanction, l'exclusion de ses membres. C'est vrai qu'il a été évoqué charte là, notamment pour exclure Cuba en 1962. Il a évoqué de manière explicite les articles 6 et 11 à l'époque pour exclure Cuba. Mais là, regardez les dispositions de ces articles. Ça n'a rien à voir avec des sanctions pouvant donner lieu à l'exclusion. C'est des articles qui disposent que, écoutez, c'est des articles qui portent sur les obligations des États membres. Les États membres ont des obligations, étant membres de l'organisation, ils ont des obligations. Très bien. OK? Donc, il dit que, écoutez, le Cuba n'a pas respecté l'obligation. Et une obligation, c'est démocratie dans la stabilité politique. Ce qui fait que, même lorsque la charte de l'OEA, la charte originelle qui a été adoptée depuis 1948, a connu au moins 4 réformes ou amendements, tels que la réforme de 1962 et le protocole de Buenos Aires, la réforme de 1985, et protocole de Cartagena, la réforme de 92, protocole de Washington, et 93 de Managua, 4 réformes. Pas de disposition qui baille droit à l'OEA pour exclure de manière formelle l'un de ses membres. Cependant, à côté, pas oublier que depuis 2001, nous avons adopté, en marge de la charte de l'OEA, l'autre outil qui est la charte démocratique. La charte démocratique. Et c'était crise de 1991, la crise haïtienne, c'était tout phénomène ça qui était créé réflexion qui fait que les régions pourraient adopter charte démocratique là. C'est l'article 21 justement de cette charte qui prévoit l'exclusion à titre de sanction. L'article 21 de la charte démocratique. C'est pas un article de la charte de Bogota. Très bien. Haïti 360, émission pour l'arrivée dans Boutli. Et nous espérons que lumière, qui était porté autour de thématique là, arrive sous en de la caillou. James Boyer, c'était invité nous à Soya. Nous avons cassé rendez-vous pour une prochaine édition. Côté nous gagné pour nous continuer à recevoir pour des gens qui connaissent dans différents domaines pour porter connaissance utile, connaissance éclairée dans l'idée pour transformer le pays ça et permettre que les gens vivent de l'autre façon, vivent tant que les gens dans le pays. James Boyer, merci à vous. C'est un plaisir. Partagez.